always, you're my forever, you're my reality. You're my sunshine, you're my... Bienvenue dans Pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui donne voix aux histoires de mariage, les vraies. Ici, je vous lis les confidences des couples qui ont dit oui et qui, jour après jour, choisissent de rester. Des récits de tendresse, de lutte, de doute et de foi en l'amour. Parce que le mariage, ce n'est pas juste une promesse faite un jour, c'est un chemin à deux, entre éclats de rire et silence lourd. Que vous soyez célibataire, en couple ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Ces histoires sont pour vous, pour nous. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning. Hello ma team de l'amour, je suis ravie de vous retrouver encore ce mardi pour un nouvel épisode, pour un nouveau témoignage. Un témoignage qui nous donnera encore la force de croire que l'amour véritable existe. Sans plus tarder, laissez-moi vous lire le témoignage de Madame F. Bonsoir Olivia. Je me suis longtemps interrogée avant de partager mon témoignage. Simplement parce que, pour le moment, je ne me sens pas encore prête à révéler mon identité et celle de mon mari. Peut-être qu'un jour viendra. En attendant, j'ai choisi d'utiliser un pseudonyme et une adresse email dédiée à cet effet. Merci infiniment pour cette opportunité, cette passerelle précieuse qui permet à tant de personnes de garder espoir, car l'amour, le véritable, existe bel et bien. Appelle-moi Fernanda. J'étais une enfant pleine de joie. Le monde semblait vaste et accueillant, plein de promesses et de petits trésors cachés. Et je me sentais en sécurité, entourée de gens que j'aimais. C'est en entrant dans ma préadolescence que des souvenirs flous, dissimulés jusque-là, ont refait surface. J'ai pris conscience qu'à l'âge de 6 ans, ce que j'avais vécu sous la forme d'une punition de mon oncle était bien plus sombre et douloureux qu'un simple châtiment. C'était un acte brutal, imposé 3 fois, avec une réalité que mon esprit d'enfant avait cachée pour survivre. Je m'étais faite violer. Ce choc a bouleversé tout ce que je pensais savoir de moi. D'abord, je cherchais désespérément l'attention et l'affection, devenant cette fille qui voulait à tout prix attirer les regards. Puis j'ai basculé à l'opposé, me refermant sur moi-même comme un coquillage blessé. Une piètre image de moi-même s'était enracinée au plus profond de mon être. J'ai souvent traversé des relations compliquées, où le mensonge et le manque de sincérité étaient monnaie courante. Malgré tout, je restais à leur côté, trouvant toujours une excuse pour leur comportement, même s'ils se moquaient de moi. Puis à 21 ans, ma vie a pris un tournant brutal. J'ai perdu ma mère. Elle était bien plus qu'une présence, elle était notre pilier, notre guide. Après cet événement, ma dépendance affective s'est intensifiée. Je rêvais de mariage, de famille, avec ce qu'on appelait communément un GCD, c'est-à-dire jeune cadre dynamique, pour fuir la réalité. Mais ma relation avec mon père était presque inexistante. Il n'assumait pas son rôle. Nous avons dû vivre chez la cousine de ma mère, dont le mari, violent physiquement et moralement, faisait régner la terreur parmi ceux qui vivaient sous son toit. Rien n'allait comme prévu. Les relations tournaient mal et les hommes semblaient surtout me prendre pour acquise. Heureusement, je tenais bon dans mes études et me battais pour mon indépendance financière en multipliant les petits boulots. Puis le déclic. J'ai décroché un poste dans une grande entreprise, persuadée que cette fois, tout allait enfin s'améliorer. Mais à peine confirmée, une terrible nouvelle est tombée. J'étais séropositive au stade SIDA. Célibataire ayant toujours pensé être prudente, je voyais mes rêves de vie de famille et de mariage s'envoler.
J'ai décidé de suivre mon traitement et de me concentrer uniquement sur mon travail. 6 mois plus tard, mon statut sérologique était devenu indétectable. J'ai eu la chance d'être bien entourée par un personnel médical attentif qui me soutenait et m'encourageait à ne pas abandonner mes rêves de construire une famille. Pourtant, malgré leur encouragement, je n'y arrivais pas. Le manque, les regards et les jugements m'ont poussé à accepter d'être la maîtresse d'un homme marié. Je m'étais juré de ne jamais transmettre le virus et veiller à garder une relation exclusive et protégée avec lui. Mais cette situation nous enfermait dans une vie de secrets et de faux semblants. Après 4 ans de relation, il en a eu assez de protection constante. Alors, j'ai pris le risque de lui révéler mon statut. Ce fut fatal. Par pitié, il a d'abord accepté mon statut et décidé de rester. Mais nos moments intimes se faisaient de plus en plus rares. Je savais que la fin approchait. Malgré mes explications et mes efforts pour le rassurer, il gardait ses distances. Alors, désespérée, je me suis mise à le supplier de me donner sa semence pour avoir un enfant. Un enfant qui n'aurait même pas besoin de reconnaître. 8 ans s'étaient écoulés depuis la découverte de mon statut et ma vie prenait un tournant. Celui qui est aujourd'hui mon mari et le père de mon enfant m'avait aperçu sur le statut WhatsApp d'une amie. Découragée par le refus de mon compagnon de l'époque de répondre à ma sollicitude, je rejetais toute nouvelle rencontre. Pourtant, pendant 1 an et demi, mon mari a insisté avec une telle détermination qu'il a même comploté avec notre ami pour me tendre un piège, et c'est ainsi qu'il est entré dans ma vie. J'ai décidé de tout tenter. Mon mari a fait preuve d'une patience incroyable, devenant peu à peu un véritable ami, même s'il était déterminé à me marier. 6 mois plus tard, il a choisi de faire le toqué-porte, sans rapport sexuel, sans même un bisou. À ce moment-là, j'ai paniqué. Personne n'était allé aussi loin avec moi. J'ai prié, demandant au Seigneur de me montrer si c'était vraiment lui. Puis un soir, il m'a demandé de prier avec lui au téléphone et j'ai su à cet instant que j'étais prête à avancer. Le soir où nous devions passer à l'acte, je lui ai révélé mon statut avant qu'il n'aille plus loin dans sa démarche de mariage. Ce soir-là, il m'a prouvé qu'il était la réponse à mes prières. Il a choisi de rester à mes côtés, affirmant que mon statut n'était en rien un obstacle à l'amour qu'il me portait. Il a décidé de ne pas se protéger. Je me souviens de ces mots. Je vais tout partager avec toi. Ton statut ne définit pas qui tu es. Tu es ma femme et je partagerai tout avec toi. 1 an après notre rencontre officielle, nous nous sommes mariés. Aujourd'hui, je suis mère, épouse et choyée. J'ai même eu la grâce de me marier avant plusieurs de mes amies, cousines et sœurs qui étaient dans des relations stables depuis longtemps. Pour des raisons de protection, il a choisi de ne pas révéler mon statut à son entourage. Aujourd'hui, cela fait 6 ans que nous sommes légalement mariés. Il m'accompagne dans chacun de mes combats, que ce soit contre l'infertilité ou pour retrouver ma confiance en moi. Comme tous les couples, nous faisons face à des problèmes, mais jamais il ne m'a fait sentir qu'il était avec moi par pitié. Lors de nos disputes, il ne mentionne jamais mon statut. Pour lui, je suis tout ce qu'il y a de sain et de merveilleux dans sa vie, et il me défend et me protège avec acharnement. Oui, nous sommes un couple heureux, au-delà des pronostics. Oui, le véritable amour existe. Malgré mon statut, je vis une vie normale. Je rends grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Nous avançons avec l'espoir d'agrandir notre famille et de rester toujours soudés. À toutes celles et ceux qui pensent que cela n'est plus ou pas possible, celui qui croit en Dieu trouvera son chemin, pour le meilleur et contre le pire. Oui, il est possible de traverser des montagnes russes pour finalement se retrouver sur une île calme et pleine de douceur. Aujourd'hui, je suis l'épouse d'un séronégatif et j'ai eu la chance de donner la vie à un enfant séronégatif. Une belle conclusion à notre parcours. Je suis désolée de la longueur de mon témoignage, mais j'ose croire qu'il pourra inspirer
plusieurs personnes. Merci Olivia. Merci à toi Fernanda. Merci pour tes mots. Merci pour ton histoire. J'ai tellement de leçons à tirer de ces témoignages, mais je veux en garder deux. La première, c'est que ton passé, ne te définit pas. Ton passé ne définit pas ton futur. Quelles que soient les blessures, les peines, les échecs que tu as pu connaître dans le passé, que rien ne te fasse renoncer à tes rêves. Pardonne-toi, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal et trouve la force. Et je crois que cette force-là, il n'y a que Dieu qui la donne pour garder espoir. Tu es une personne précieuse. Ton passé ne te définit pas. Il n'est qu'une partie de ton histoire, mais ne définit pas qui tu es. Peu importe qu'il soit très sombre, dis-toi que tu as le droit de croire en l'amour. La deuxième leçon que je garde, que je ressors de ce témoignage, c'est que l'amour porte des actes. D'ailleurs, on dit que aimer est un verbe d'action. La personne qui vous aime posera des actes d'amour, comme le mari donné. La personne qui vous aime vous pardonnera. La personne qui vous aime vous redonnera la force de vous faire confiance. La personne qui vous aimera pour qui vous avez été, pour qui vous êtes et pour qui vous serez. More than just a wedding, this is etched into eternity. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pour le meilleur contre le pire. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, partagez-les. Parce que chaque histoire mérite d'être entendue et que l'amour dans sa vérité peut inspirer, relever et éclairer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage. En attendant, prenez soin de vous et de l'amour surtout. And we'd say we do for the